Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Rubén Molina, danseur, chorégraphe, metteur en scène. Né à Cordoue, en Espagne, Rubén débute la danse à l'âge de 7 ans. Il se forme au conservatoire de sa ville natale, puis au conservatoire de Madrid et à la prestigieuse école Amor de Dios. Il perfectionne également son langage chorégraphique à Londres, où il étudie la danse contemporaine et le modern jazz. Du ballet théâtre espagnol aux créations solo au Café de la Danse, en passant par les plateaux de TF1, les podiums de Dior, les planches du théâtre des Bouffes du Nord ou Netflix, Rubén fait résonner le flamenco bien au-delà de ses racines. À travers ses spectacles comme Herencia, Mátame ou Silencio, il interroge l'identité, le silence, la masculinité, la mémoire collective et tisse des ponts entre la tradition et la modernité. Avec ses créations, Rubén fait de la scène un lieu d'émotion, de mémoire incarnée et de dialogue artistique inattendu. Dans cet épisode, nous parlerons de flamenco, de sa vision créative et de son rapport à la mise en scène, à la transmission et à la création pluridisciplinaire. Salut Rubén. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci. Très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Bien pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ton premier surtout contact avec le flamenco qui a commencé donc à 7 ans à Cordoue, donc dans ta ville natale. Pourquoi cette danse ? Qui t'a inspiré ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Bon, en fait, c'est un peu ma ville natale qui m'a inspiré, parce que le flamenco en Andalousie, c'est présent presque tous les jours, enfin dans la journée, dans la gestuelle, dans les gens, à part la musique évidemment et la danse. Et après, plus précisément, c'est un film qui s'appelait Los Tarantos, et qui s'appelle toujours, d'un réalisateur espagnol, Rovira Veleta, où j'ai vu le grand Antonio Gades, c'est un grand danseur, très connu aussi derrière en France, et pour le flamenco, et je l'ai vu danser dans la Ramblas de Barcelona, une farruca, c'est un style de danse flamenco, et je l'ai vu dans la rue, tu vois, c'était pas dans les théâtres, c'était pas dans les petits cabarets qu'on appelle tablao, et je me suis dit, je veux faire ça. Et à 6 ans déjà, tu te disais ça ? Ah oui, absolument. Mais je me disais ça, et je faisais ça en rentrant de l'école. J'avais un petit schéma pour arriver à la maison des 30 minutes, et je dansais. Enfin, je faisais n'importe quoi, évidemment, mais j'imitais ces mouvements. Et c'était vraiment, quand j'ai vu ça, cette liberté. À l'époque, je savais pas pourquoi je voulais faire ça. Mais il avait quand même cet un échappatoire. Enfin, c'était vraiment la sortie de l'école. Pour moi, c'était pas super drôle. C'était le moment de rentrer chez moi et de laisser tout ça derrière, tout ce qui s'est passé dans la journée. La façon de m'exprimer, c'était à travers la danse. Ça, j'ai compris il y a pas longtemps. Ouais. Ah ouais, il y a pas longtemps ? Ouais. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui te permet de dire, d'exprimer et de transformer justement à travers la danse et le flamenco ? Mais en fait, c'est mes sentiments, ça a été, là, quand je fais cette analyse de pourquoi j'ai choisi la danse, pourquoi le flamenco, la danse, pour moi, ça va ensemble, comment. Et c'était, à la base, parce que je voulais traduire tout ça que je ne pouvais pas dire. Je fais la traduction avec mon corps, avec le mouvement. Et le flamenco, c'est la percussion, c'est le frappement, c'est le papa. Enfin, c'est le moment où tu te décharges, tu vois, avec énormément de musicalité, mais voilà, je pense que ça vient de là. Ouais. Ok, et du coup, le flamenco, qu'est-ce qui t'a appris sur ton corps, le rythme, les émotions ? Qu'est-ce que ça t'apprend, toi, sur toi ? Mais ça m'a appris déjà que la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc, tu vois, il y a quand même beaucoup de nuances. Et la danse m'a appris à nuancer avec mon corps, à l'écoute, rester à l'écoute. C'est parce que c'est un travail énorme d'écouter mes camarades. Je danse, quand je parle, enfin, même quand je fais un solo, souvent je suis avec des musiciens, parce qu'on fait de la musique quand on danse le flamenco. C'est pas que de la danse, c'est la musique, c'est pas qu'elle est pas. Et donc là, t'es à l'écoute des autres. Ça t'apprend à écouter,
à sentir et à rentrer dans cette communion, dans cette symbiose, et finalement ça, je l'applique dans ma vie en général, dans mon quotidien, pas forcément quand je suis sur scène ou quand je suis dans un studio de danse, sinon à écouter les autres, qui peut-être c'est pas toujours évident, hein, parce que des fois t'as pas envie d'écouter ça que les autres ils racontent, par exemple. Ouais. Et on parle du flamenco depuis le début de l'épisode, mais en fait c'est quoi le flamenco ? Le flamenco, c'est le peuple andalou à la base, tu vois, c'est la culture andalouse qu'on l'a partagée même entre nous, à travers la danse et la musique, on l'a partagée entre nous de cette façon-là. C'était un vrai partage, c'était aussi un moment de c'est dire les non-dire, enfin tout ce qui était interdit, tu retrouves encore des affiches à Séville où c'est marqué prohibido el cante. Tu vois, c'est interdit de chanter. Interdit de chanter, tu vois. Donc parce que il y avait quand même, il y a quand même comment on peut dire en français, pardon. Il y a quand même une façon de revendication. Enfin, le peuple parlait parce que derrière les paroles, il y a beaucoup d'humour aussi. Parce que ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut, tu vois, c'est très très nuancé. Mais il y avait une façon de dire les choses qu'on pouvait pas dire. Souvent, le peuple un peu opprimé est mis à côté, évidemment, parce que le flamenco vient de là. C'est ça, et le flamenco pour moi c'est ça, c'est une façon d'exprimer, hein. Encore une fois on revient sur les sentiments, sur ça qu'on pouvait pas dire peut-être avec les mots, les viser avec le corps, parce que le peuple andalou on est très dans l'expression, enfin très dans les émotions, ça passe partout, dès que t'es énervé, t'es hyper énervé, dès que t'es content, t'es hyper... Et c'est vrai, ça se voit dans les mains, ça se voit dans l'expression. Je me rappelle ma grand-mère, elle te parlait, paf, et elle mettait, tu vois, c'est super flamenco. C'est marrant, c'est flamenco ça. Mais oui, c'est flamenco, mais elle pensait pas à la danse, elle était pas danseuse, mais c'était sa façon de s'exprimer. Et elle est très présente dans mes créations aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'elle est morte, elle est très présente dans mes créations parce que ça a été une inspiration totale pour la danse et même pour des mouvements très contemporains, parce que c'est des mouvements, des gestes hyper naturels pour nous. C'est pas dans la photo, dans le cliché, on parle des clichés, non, c'est vraiment elle te fait comme ça, ou elle te fait niño, tu vois, et t'as tous ces mouvements que finalement, aujourd'hui... c'est une grande inspiration pour moi. Et que tu ramènes du coup dans ton style aussi à toi de flamenco, et aussi de par, je pense, toutes tes expériences avec la scène, avec les autres styles de danse avec lesquels tu as fait des rencontres aussi peut-être, c'est ça qui te nourrit dans ton flamenco ? Totalement. Ah oui, le fait déjà d'avoir fait le conservatoire où j'avais de la danse classique, enfin pendant 10 ans, enfin contemporain, après quand je suis parti à Londres, et même dans les compagnies, parce qu'il y a pas, le flamenco des fois ça fait partie d'un programme où il y a des danseurs d'autres styles, ou même des comédiens, et ça c'est hyper riche. Enfin là, par contre, ça j'adore. Et Paris, pour ça, c'est très très fort. Oui, le c'est mélange de culture. Incroyable. En quoi tes créations modernisent ou réinterprètent la tradition ? Enfin, moi, j'aime pas dire je vais moderniser parce que c'est un devoir, tu vois, genre, je suis là pour moderniser, tu vois. Mais je pense que le flamenco et mes créations, enfin, ou la danse en général, c'est un art vivant. Le flamenco, c'est un art vivant. Donc, ça évolue aussi avec la vie, avec ça qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé grâce à mon travail et j'ai vécu quand même dans pas mal de pays aujourd'hui, pas juste pour la tournée, voilà. Et ça fait aussi que j'ai une vision. Moi, mon écriture en moi, elle est enrichie de tout ça, et des croissances, des rencontres, des belles rencontres, et ça a fait finalement que ça que je propose sur scène, enfin, ma mise en scène, mon écriture en tant que chorégraphe, elle est enrichie pour tout ça. Et elle continue toujours, hein, ça ne s'arrête pas, enfin, elle continue toujours à évoluer, même avec la mode, mes croisements avec la mode, enfin, je veux dire, il n'y a pas que la danse ou que le théâtre, il y a beaucoup de sources, en fait. Donc, ce sont toutes tes expériences, tes voyages, tes rencontres qui te permettent de choisir ces thèmes et de faire naître tes créations. Totalement. Enfin, tout ça, c'est mis au service de la création. Après, si on veut aller plus profondément sur les sujets ou les sujets qu'on va aborder, ça, c'est
plutôt interne, c'est plutôt, là, actuellement, le travail que je fais avec la Salida, la création qu'on a fait l'année dernière, qu'on va jouer à Avignon cette année, c'est vraiment un sujet que je n'avais jamais parlé, que je l'avais profondément dans moi-même, un sac à dos, tu vois, que je portais, et que finalement, avec la Salida, donc la sortie en français, ça a été cette création, ça a été moi, mais c'est vrai que quand je vais créer, dans la création, j'utilise quand même tous les éléments. Donc voilà, les éléments des multidisciplinaires, de la danse, du théâtre, tout ce qui est, parce que c'est un art vivant, donc c'est toujours donc modernité, oui, il y en a de la modernité, parce qu'on est en 2025, donc oui. Heureusement, mais il y a beaucoup aussi de la tradition. Bien sûr. Moi, la tradition, elle est hyper présente, et c'est ça que j'adore, c'est de rester moi-même avec ma tradition, avec ma culture andalouse, en fait. Ouais. Je reviens sur la Salida. La Salida, tu disais que c'était une sortie. J'avais noté, c'est une sortie vers l'invisible, l'exil, les résistances. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'est ça, il y a ça évidemment, parce que c'est l'exil, c'est un sujet aussi très fort. Après, il y a pas mal de sujets là-dedans, on touche la lesbophobie et la grossophobie, on dit en France. En fait, c'est des sujets que j'ai eu en première personne moi-même, que les artistes, parce que c'est pas que les danseuses ou les danseurs, sinon les artistes qui sont dans la Salida ont vécu. Et je fais cette écriture aussi quand on a beaucoup échangé, de tous ces sujets-là qu'on a mis là-dedans, parce que finalement, la sortie et la Salida pour nous tous, ça a été la musique et la danse flamenco dans ces cas-là. Et c'est ça qui est super beau, parce que c'est ça qui a donné titre au spectacle au début. Je savais pas comment l'appeler. Je savais qu'est-ce que je voulais raconter et comment je voulais le raconter. Mais finalement, le titre est venu avec toutes les expériences et le point en commun de nous tous, c'était la Salida pour nous tous, tu vois. Donc ça a été vraiment un moment de bonheur, la création, et il y a plein de sujets. La base de la base, c'était, j'ai eu beaucoup de harcèlement scolaire quand j'étais petit. Aujourd'hui, je parle couramment, mais jusqu'à il y a 3-4 ans, j'avais jamais parlé. Et ça fait partie de moi, et je voulais rendre ça beau. Et cette expérience, parce que c'est quand même très très dur, et je voulais le mettre en scène, le chorégraphier, parler de ça à travers, on parlait de traduire, là je vais traduire mes sentiments à fond, avec plein de petits moments, plein de moments clés qui racontent cette histoire, et en même temps, il y a des histoires qui arrivent, parce que tu vois, par exemple, quand tu vis un harcèlement scolaire, parce que j'étais danseur, c'était ça mon problème. C'était que dans les années 80 la et danse, 90, quand t'es un garçon, t'es un garçon, la danse, voilà. Aujourd'hui, malheureusement, ça continue quand même un peu pareil. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ces sujets. C'est militant ou pas militant, je ne sais pas, mais je voulais le faire parce que je pense que c'est nécessaire. Et quand j'ai fait des interventions scolaires avant que les garçons et filles, que les élèves ils viennent nous voir au théâtre, j'aime bien parler. Ça fait partie de la pédagogie, tu vois. Bien c'est sûr. mon expérience personnelle. On peut réussir, on peut faire sa carrière des danseurs, des comédiens. Ça existe comme au boulot. Il y a encore 12 jours, je croisais à Messier dans le métro. Je sais pas pourquoi. J'aime bien parler avec les gens. C'est mon côté espagnol. Même si on est à Paris, dans le métro, j'aime bien. Il me dit mais être danseur, c'est un métier. Et là, j'étais hyper... J'étais pas dégoûté, mais j'étais très touché parce que ça m'a fait penser clairement encore, tu vois, si des adultes, ils arrivent à dire ça, c'est normal qu'après à l'école, quand tu dis je suis danseur, au-delà de l'association homophobe de la danse, c'est parce que ce n'est pas considéré encore un métier. Bien sûr, et c'est pas encore assez déconstruit dans la tête des gens, je trouve, pour justement faire valoir le métier d'artiste comme, la passion, on va dire, artistique comme métier. Totalement. Et du coup, oui, ça se retransmet parfois sur les plus jeunes, et donc ça peut ensuite amener à créer du harcèlement scolaire parce que, regarde, c'est un garçon, il fait de la danse, ou il est comme ci ou comme ça, Mais je me dis qu'il y a toujours un peu d'espoir et que peut-être que tu vois, ce monsieur-là, de l'avoir rencontré, de lui avoir parlé du fait que tu étais danseur et que tu pouvais en vivre, ça l'a peut-être aidé à se déconstruire dans certains schémas de pensée.
Mais je pense, bon, je l'ai pas fait exprès du tout. Oui, mais en j'étais tout un cas, peu étonné et en choc. Mais... c'est plutôt positif Mais de oui, dire que, ok, bien sûr. faut pas le prendre personnellement, se dire, oh mince, encore des gens qui pensent ça, et de se dire, ah, peut-être que s'il m'en parle, j'ai un devoir aussi en tant que danseur de lui dire, bah si, regardez, c'est possible. Ah, mais totalement. Et c'est ça qu'on fait dans les écoles. Ouais. C'est pour ça que j'adore faire venir les scolaires au théâtre. Et échanger après ou avant, parce que voilà. Et donc voilà, pour revenir à la salida, pardon, la base c'était l'harcèlement, et après il y a plein de sujets que nous on a vécu. Moi j'ai vécu en première personne, pas que l'harcèlement, il y a des autres sujets. Il y a aussi toute l'équipe, et c'est pour ça que c'est pas un casting aléatoire. On n'a pas fait des castings, c'est des connexions humaines. Mais oui, c'est des gens c'est des artistes qui ont déjà travaillé avec moi avant, et comment ces histoires ils se sont mêlés, et on se les a racontés dans des moments intimes et tout. Je me suis dit, bon, je les appelle, je partage, est-ce que ça te plaît de faire, tu vois, comment je présente les projets? Et après, on s'est mis tous au service de la pièce, que je chorégraphie évidemment, mais avec ces éléments hyper intéressants qui a nourri la pièce et qu'on fait la salida, que ça assiste aujourd'hui. Non, mais c'est un beau message justement pour, je trouve, partager ton art. Et justement, comme on dit tout à l'heure, te permettre à travers le mouvement d'exprimer des émotions, des messages et donc des histoires aussi que toi et tes collaborateurs, danseurs ou musiciens ont pu vivre aussi. Totalement, ouais, totalement. Et qu'est-ce que tu veux faire ressentir au public, justement? Qu'est-ce que t'aimerais faire, qu'est-ce que tu souhaites éveiller chez eux? Il n'y a pas un objectif, j'ai pas un objectif précis. C'est une question qui revient souvent dans les interviews. Non, mais c'est vrai, et c'est super intéressant parce que moi-même, je me pose la question. Mais en gros, je me suis rendu compte que finalement, ce que je veux, c'est qu'ils voyagent avec nous. De le faire rentrer, parce que c'est vrai que la danse, comme il n'y a pas beaucoup de textes, on a dans la salida, il y a un tout petit de texte qu'on a pris de l'autrice Audre Lorde, l'autrice américaine, féministe, lesbienne, je ne veux pas faire sa bio, mais qui est très forte dans ça qu'elle écrit, et j'adore, ça qu'elle a écrit avant, pardon. Et donc, comme tout est un peu abstrait, je voulais vraiment faire voyager les gens avec nous, tu vois, les faire entrer dans la musique, dans les ambiances, dans la mise en scène, dans la lumière. Tout est hyper soigné, tu vois, pour vraiment, vraiment faire ces petits voyages où tu prends ton ticket, tu t'assois, voilà, et bon voyage. C'est un peu l'idée. Oui. C'est un peu l'idée. Après, il y a tout moment, il y a de l'humour, tu vois, mais c'est pas prévu, en fait. Même si dans l'entertainment, quand on crée un spectacle, tu penses au spectateur, bien sûr. Moi, en tout cas, c'est pas mon délire. Je vais faire ma pièce, ça me plaît à moi, et après, non, c'est clairement un partage. Pour moi, c'est clair. Mais l'idée de la salida, c'est vraiment il s'est réussi, enfin je crois, parce que je vois les retours après, waouh. Et puis même de toute façon, si on veut porter un message dans une pièce, on ne sait jamais finalement comment ce sera perçu, parce qu'on a tous des visions, des manières d'interpréter différentes. Totalement, ouais. Après, c'est de partager ton expérience. Exactement. Et je pense que dans cette expérience, finalement, on est des humains, enfin, je veux dire. Donc, les gens, ils me disent souvent, je me suis retrouvé dans ces moments-là. Oh, ça m'a fait penser à ça. Oh, ça m'a fait penser à ma grand-mère. Oh, ça m'a fait penser à ça que j'ai vécu. Enfin... Donc c'est un peu le retour qu'on a eu quand on était au théâtre de l'Atelier, parce que ça fait vraiment, voilà, il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de petits moments, ça parle de matisme aussi, c'était un sujet que je voulais absolument parler, parce que comme je suis né dans les années 80 dans l'Andalousie, l'Espagne c'est un pays qui a énormément évolué au niveau social. Aujourd'hui, franchement je trouve que c'est d'une ouverture incroyable, mais dans les années 80 et 90, on sortait à peine d'une dictature, enfin à peine. Mais la dictature nous a mis en retard par rapport à la France, l'Allemagne, tout ça. Donc tu sentais encore cette histoire de le machisme très pressant, le macho, l'homophobie, plein de sujets sociaux qui étaient vraiment pas développés aujourd'hui. Un peu plus, franchement. Ouais. Ah oui, beaucoup plus. Justement, je voulais te demander quelles étaient les différences majeures entre les scènes espagnoles et françaises, selon toi. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Oui, enfin, la toute première, c'est l'argent. Ok, je viens d'ouvrir une porte. Et voilà, non mais c'est vrai, il faut le dire. Là, quand j'ai fait des interviews en Espagne, je le dis à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de talents
Il y a énormément de talents en Espagne. Il y a des écritures magnifiques, que ce soit dans le théâtre contemporain, même dans des propositions classiques. On a Lorca qui a écrit des vraies pépites. Mais il n'y a pas assez l'art en Espagne, il n'est pas soutenu. Okay. Il n'est pas assez soutenu parce que la culture, c'est un peu mis à part depuis toujours. C'est la vérité. C'est la vérité. Et après, c'est pas que le public, c'est aussi au niveau de théâtre privé. Il y a beaucoup moins de productions privées, de mécénat. Donc, c'est ça qui est bien dommage. Après, comment ça évolue aujourd'hui, je pense que c'est en train d'évoluer. Il y a quand même des propositions super. Même à Madrid, dans los Teatros del Canal, je sais pas si ça vous parle, mais c'est les théâtres que Blanca Lee, elle a dirigé pendant les dernières années. Ça a fait une évolution incroyable. La programmation est super aujourd'hui. Donc, il y en a une évolution pour la danse et pour le théâtre et tout. Mais ça reste, par rapport à la France, ça reste quand même, je pense qu'il y a un grand décalage. Et pour moi, le problème, c'est aussi, je dis une phrase qui n'a pas beaucoup de sens, je pense en français, c'est la culture de la culture. C'est-à-dire qu'en France, il y a une culture de la culture. Dans la culture française, le théâtre et la danse est présent. Enfin, après, tu peux aller moins. Il y a des gens qui n'ont jamais allé au théâtre, enfin, qui sont jamais allés au théâtre aussi, hein, c'est la vérité. Mais le pourcentage en Espagne, c'est quand même beaucoup plus grand. Enfin, des gens qui n'ont pas eu l'approche, qui ne sont jamais allés, ou qui ne connaissent pas. Puis ça demande aussi, même pour aller au théâtre en France ou voir des spectacles, ça demande aussi un certain budget qu'il faut allouer à ces activités-là. Est-ce que toi, c'est ce qui t'a donné envie de venir en France ? Parce que tu sentais que peut-être tu manquais de certains moyens en Espagne et tu t'es dit, je viens tenter ma chance en France. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Paris ? C'était pas le moteur à la base. C'était pas le moteur, je suis arrivé par hasard, en vacances. Je venais de temps en temps à l'opéra à Chaillot pour voir des spectacles, machin. Mais jamais j'avais pensé à m'installer parce que déjà je parlais pas du français. Ça, c'est la vérité. Donc, et quand tu connais pas la langue, tu te dis pas, avec l'anglais, tu le fais, peut-être aller à Londres, machin, parce que c'est une langue que tu as appris à l'école. Mais le français, franchement, donc non. Mais après, une fois que je suis arrivé et que j'ai compris le système et que j'ai vu les opportunités en tant que danseur, en tant que créateur. Je suis arrivé en France, j'avais déjà 28 ans. J'avais déjà fait une carrière en tant que danseur. Et je me suis dit, là, que je veux un peu lancer ma compagnie. Évidemment que je me suis dit, je reste en France, c'est génial. Mais après, c'était vraiment l'hasard. Il n'avait pas une ambition de, je vais créer ma compagnie, je m'installe à Paris. Ça fait tranquillement. Je crée l'école, l'Institut Flamenco Paris. Je commence à donner des cours. Donc, petit à petit, des fils en aiguille, on dit en français, des fils en aiguille. Et franchement, t'as des bonnes expressions. Merci. Parce qu'en plus, apprendre le français, c'est pas facile. T'avais jamais appris le français à l'école ? Non, jamais. Wow. Je t'ai vu que, je vais pas raconter tous mes peines ici. Ça n'a pas été évident au début. Non, bien sûr. C'était un peu difficile. Voilà. Justement, je voulais te demander comment t'avais trouvé ta place en France en tant qu'artiste étranger et juste en tant que aussi étranger. En tant qu'artiste étranger, très très bien, parce que je trouve quand même que la France est un pays qui est très très ouvert, c'est la vérité, à plusieurs disciplines, formes, styles, accents, donc là il n'a pas eu de soucis. Après c'était mon souci personnel, c'était moi parce que j'étais isolé, parce que je parlais pas la langue en fait. Donc, tu vois, c'était plus compliqué pour moi. Mais oui, ça met une barrière. Ça m'a poussé aussi pour te dire, hey, toi, réveille-toi. et donc, là, d'un coup, je voulais, comme je suis un peu dans le perfectionnisme, je voulais devenir français, je voulais pas avoir d'accent, tu vois. Non, mais c'est fou aujourd'hui. Voilà, je m'affirme à moi-même, je veux être moi-même, tu vois, mais à un moment donné, c'était un peu, je veux apprendre le français, je veux pas faire des fautes. Non, mec, t'es espagnol et j'ai beaucoup de respect et j'adore la langue française et la culture, mais donc je me suis senti très très bien, ouais. Accueilli. Franchement, ouais, il y avait beaucoup de respect pour mon travail et ça m'a énormément touché. Et je l'ai toujours, donc c'est quand même important, hein. C'est important. Donc la France, franchement, très sincèrement, la France et les Français, m'a fait clac. Bras ouverts. Ouais, c'est ça, t'as ouvert les bras. Ouais. Ok. Je reviens un petit peu sur le flamenco. Et comment le flamenco il est reçu à l'étranger, à New York, à Taïwan, au Qatar, en Australie, même dans toutes les là où tu as pu aller dans tes expériences de danseur. Mais très très bien, la vérité, oui.
Enfin, le flamenco est devenu vraiment un art très international, universel, on peut dire. T'as des écoles, je raconte toujours ça, mais c'est incroyable. Au Japon, t'as des écoles à Tokyo et à Kyoto, dans tous les quartiers, Kyoto et Tokyo, c'est un truc de fou. Enfin, depuis les années 70, ça a été un succès. Aux États-Unis, t'as des grands festivals. L'Asie, on a commencé il y a 15 ans. Je me rappelle la première tournée que j'ai fait en Chine. Ils connaissaient à peine. Aujourd'hui, t'as des programmations de flamenco. Donc, les gens, ils s'adorent. Parce que je pense que c'est une danse qui vient vraiment du cœur. C'est très viscéral. Ouais, tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir, c'est au-delà du part, au-delà de la précision, de la technique, c'est vraiment ces côtés cœur et tu sens que ça vient du peuple, enfin, donc, et je pense que les gens, ils sont vraiment, vraiment touchés. Ouais. Comment tu abordes, toi, la transposition du mouvement flamenco dans des univers divers et variés comme le théâtre, la mode, ou le cinéma et la publicité? Ça, c'est intéressant. Hein. Oui, enfin, c'est pas pareil, du coup. C'est pas pareil parce que, alors, le cinéma, ça a été la première fois, c'était vraiment un challenge, même si j'avais travaillé à la télé et tout ça, parce que là, tu travailles avec le mouvement de la caméra. Donc, ça va capter vraiment un gros plan où tu vas voir la main qui fait comme ça, tu vois, ou le pas, les ta-ta-ta-ta, donc les détails. Les détails. Donc, là, je travaille plutôt dans un truc plus comme si j'étais dans un tableau. Tu vois, et je prends parce qu'il faut s'adapter à la réalisation de la caméra et tout. Donc, c'est super intéressant de travailler au cinéma. Après, dans la mode, ça dépend, parce que des fois, c'est de flamenco, ça que je fais dans la mode. Des fois, c'est de la danse. Enfin, pas forcément, c'est plutôt contemporain, c'est pas, donc, ça dépend, donc ça s'adapte. C'est vrai, quand j'ai fait le défilé de Juana Martín à la haute couture, elle vient de chez moi, des Cordoue, donc, en plus, j'adore parler d'elle parce que c'est la première femme qui est rentrée dans la haute couture française gitan et des Cordoue, tu vois, donc c'est la totale, tu vois, c'est dit, bravo, on évolue vraiment. Et là, j'ai fait carrément de flamenco pour l'opening des défilés. Après, quand je travaille avec Dior, avec Louboutin, enfin, on fait autre chose, mais avec Louboutin, on avait fait un truc avec Rossi qui s'appelle Flamencava, qui était vraiment... J'ai vu la pub, ouais, j'ai bien aimé. Ah, c'est original. C'est original, non? Flamencava, enfin je trouve en plus le jeu de mots est rigolo. Le jeu de mots, c'est génial, non? Ouais. Super bien trouvé. Même dans la pub, c'était vraiment hyper décalé, il y avait, tu vois, donc il avait un clin d'œil au flamenco, mais ça s'arrêtait pas là. C'était de la danse, c'était des mouvements... Donc, c'était cool. Donc, si, c'est des façons différentes de travailler. Enfin, et au théâtre, là, actuellement, je joue une pièce qui s'appelle Dolores. Ouais. C'est une pièce de théâtre. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un danseur de flamenco pendant la Deuxième Guerre mondiale, de frères et sœurs juifs, tu vois. Et là, tu es au service de la pièce parce que c'est pas que c'est pas anecdotique, mais je veux dire, quand la danse, elle est là, elle rentre en communion, elle se mêle avec le texte. Et ça, c'est encore autre travail parce qu'il faut pas partir non, sinon rentrer dans cette harmonie qui est déjà créée avec la mise en scène et avec le texte. Donc, c'est encore une autre façon de travailler. Mais ça, à moi, ça m'apporte parce que tout ça, ça m'enrichit pour m'écrire après. Ça. Non, mais c'est génial. C'est bien parce que du coup, ça permet de nuancer aussi ton flamenco. Parce que tu vois, comme tu disais, c'était une danse qui était très expressive. Mais quand tu as des textes aussi sur lesquels il faut te baser émotionnellement, tu peux pas être tout le temps dans la full expression. Il faut aussi pouvoir adapter ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. De réussir à, du coup, mesurer aussi ton émotion en tant que flamenco pour la mettre au service, justement, du théâtre. On parle de complémentarité entre les danses et je voulais venir aussi sur ta collaboration avec Alistair Madin, qui est danseur à l'opéra. Comment s'est fait ce dialogue entre le flamenco et la danse classique? Parce que c'est vrai que la danse classique, c'est quand même une danse qui est très codifiée. Comment réussir du coup à la déconstruire et du moins à s'enrichir l'une et l'autre, flamenco, danse classique? Le flamenco aussi à la base, et flamenco très aussi, codifié par rapport au chant. Oui, tout ça. C'est vrai. Ben, très très riche, ça a été déjà une rencontre parce qu'on se connaissait pas beaucoup, donc on s'est rencontrés, on s'est dit ces projets, est-ce qu'on fait ça. Et quand on s'est mis vraiment à travailler, moi ça m'a rappelé beaucoup ma formation et mon enfance. En plus on a fait la création à Cordoue, dans les conservatoires de Cordoue. On a eu la résidence là-bas parce que c'était pendant la période de Covid. Donc Alistair il est parti, je suis parti un an là-bas et là c'était un peu redécouvrir les codes
pour clairement les déconstruire, et de flamenco et de la danse classique, ils trouvaient un langage en commun, en fait. Exactement. C'est ça, parce que pas retrouver, sinon trouver clairement et créer un langage. Écrire un langage, parce que c'est tellement différent, pas beaucoup fait déjà. Je ne parle pas d'une originalité, mais c'est la vérité, parce que souvent, quand on va croiser des danses comme ça, tu as le flamenco à côté, la danse classique, des fois tu fais un pas de... Mais là, c'est vraiment une création silencieuse, c'est du début à la fin, où les deux langages sont complètement en dialogue. On a créé ces dialogues, en fait, entre les deux styles de danse, et c'était super intéressant, clairement. Parce que toi, tu avais déjà donc une formation un peu classique, donc tu avais déjà ces codes. Et est-ce que Alistair, il avait ces codes du flamenco? Oui, parce que lui, il est moitié espagnol, en fait. Il a des origines espagnoles. Mais c'est ça aussi qui nous a attirés à tous les deux. Oui, ok, je comprends mieux. Et lui, il adore le flamenco, il connaît Camon, il a la présence. En plus, c'est un danseur qui est très expressif. Tu vois, je ne vais pas dire pour un danseur de danse classique, parce qu'il y a quand même des danseurs qui sont très dans l'expression. Mais lui, il a cette expression un peu méditerranéenne, tu vois, quand il danse. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ça m'a donné encore plus envie de dire, on va aller loin, chacun dans son domaine. Mais comme il a le caractère qui est là, et que moi, j'avais déjà la base de la danse classique, évidemment, de conservatoire, c'était ça, enfin, c'était fluide. C'était fluide, ça s'est passé d'une façon très, très naturelle, très fluide, et en même temps, c'est un apprentissage pour moi, parce que comment je peux aborder, depuis mon langage, comment je fais rentrer la danse classique déjà à la base, je suis en talon, avec du clou, enfin, des métals, tu vois, donc ça... Tu n'es pas dans la même énergie. Je ne peux pas sauter. Enfin, oui, je saute dans la pièce. Je saute. Et t'as pas le même ancrage au sol aussi. Mais bien sûr que non, parce que nous, on est vraiment en terre. On est tout le temps fléchi en général pour faire la percussion des pieds. Et là, on part sur un truc plus aérien, plus. Quand tu vois des danseurs et des danseuses classiques, c'est presque inhumain. Enfin, c'est tellement beau, c'est tellement complexe au niveau technique. Le flamenco aussi, c'est pas. Mais je veux dire, mais c'est différent. T'es ancré. Du coup, c'était un peu ça le défi finalement, de réussir à trouver une jauge entre l'aérien et le terrien. Totalement, okay. Totalement. Et donc, je pense que ça a été réussi quand même. Oui. Et la petite reconnaissance de Sovanova et tout, donc c'était cool. Comment je voulais passer ensuite sur le fait que tu donnes des cours aussi, tu enseignes. Est-ce que tu souhaites former la relève? Comment tu transmets ton art justement à travers ton enseignement? Déjà, pour moi, à la base, c'est que c'est tellement nécessaire d'avoir une pédagogie à côté de la danse, parce que sinon, pour moi, de s'arrêter, t'as le public, il vient te voir, que ça soit au théâtre, que ça soit à l'écran, mais il y a toujours une distance dans la transmission. Mais pour faire rentrer aux gens dans cette culture, parce qu'on parle d'un art, mais c'est de la culture andalouse, enfin, et flamenco, aujourd'hui universel, je l'avais dit, mais de faire entrer les gens dans la salle, dans le studio, et de parler, et d'apprendre, et de sentir dans le corps. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, la pédagogie, ça va avec... C'est de plus en plus compliqué avec ma carrière à côté, et ça c'est la vérité, mais je persiste quand même. Ouais, il faut, bien sûr. J'ai quand même beaucoup d'amour pour la pédagogie et pour les élèves. Et imagine, tu es dans un pays étranger, et tu as des gens, énormément de gens, à Paris, dans toute la France et dans des autres pays, qui adorent ta culture, qui connaissent super bien ta culture, qui ont une admiration, qui prennent leur temps toutes les semaines pour venir apprendre cette danse que le flamenco, qui reste quand même un peu niche. Donc c'est super beau. Ouais, de pouvoir transmettre et de créer du lien aussi. Totalement. Que ça ne reste pas dans cette idée d'olé-olé ou machin. Oui. Sinon que les gens, ils vont aller vraiment dans la profondeur, ils profiter, passer un bon moment en train d'apprendre le flamenco. C'est aussi pour passer un bon moment. Il y a des clichés? Parce que tu me dis ce côté un peu olé-olé. Il y a des clichés ou pas sur la danse flamenco? Il y a encore beaucoup de clichés. C'est vrai? Comme mais quoi? Oui, parce que malheureusement, je pense que ça vient plutôt du cinéma ou des années 60, des années 50. On a vendu un peu l'Espagne avec la dictature et tout. On a vendu un peu cette image des
paella, en France on dit paella, paella, toros flamenco, et on s'en servait un peu de cette culture espagnole et andalouse, je reviens toujours sur l'Andalousie, mais c'est la vérité, pour vendre un produit, pour vendre un produit commercial, et c'est pas ça, enfin, évidemment, la danse, l'entertainment, c'est pour passer un bon moment, mais c'est beaucoup plus profond que ça, et beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus riche. Donc, effectivement, comme ça reste, comme je disais avant, une petite niche, hein, tu vois, ça reste toujours un peu petit, ça fait que les gens, ils connaissent pas assez, et qu'il y a énormément de gens qui restent sous les clichés. Mais comme tous les danses, non? La danse indienne, avec le Bollywood, enfin, je pense qu'il y a toujours cette histoire bien sûr, de donc, clichés, si, il y a ces clichés, et les gens, ils me disent, danse de flamenco, olé, olé, tu vois, ils me font tacata. Et moi, je pense que c'est normal. Et c'est pas méchant dans le fond, non, c'est pas du tout méchant, mais c'est vrai que c'est pas ça, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça, et c'est pour ça que j'ai choisi ça, et c'est pour ça que quand je monte sur scène, et que je suis devant le public, je sens tout ça qui remonte, parce que c'est super profond en fait. Bien sûr, et c'est aussi pour ça que tu enseignes, pour essayer de déconstruire aussi certaines choses et permettre à tes élèves ou aux personnes de ressentir vraiment ce que c'est et pas juste d'être dans une idée de ce que c'est. Totalement. Et je reviens sur ta carrière, tu disais que tu faisais beaucoup de choses et que tu avais du mal parfois là à pouvoir donner vraiment 100% de ton temps à l'enseignement parce que tu fais d'autres choses, t'es aussi chorégraphe, danseur, metteur en scène, directeur artistique et acteur. Comment tu t'adaptes avec tout ça? Je pense que je suis très bien entouré. C'est la vérité, parce que c'est pas que moi qui fais tout ça. Je suis bien entouré, j'ai une équipe humaine, artistique, qui sont avec moi et qui font que tout ça, se développe simultanément, tu vois. D'une certaine façon, pour les cours, j'ai des profs et des danseuses qui travaillent avec moi dans la compagnie et dans la formation de l'Institut Flamenco Paris. Après, pour la mise en scène et pour les créations, pareil. Enfin, je suis très bien accompagné, donc ça. Et après, j'essaie vraiment, parce que par contre, moi, j'aime bien être 100%, même 300% sur les projets. Oui. Donc, j'essaie d'être structuré et de donner le temps, même si comment ça se passe, tu sais très bien, et on connaît très bien. Tu as un projet qui arrive, l'autre arrive en même temps. Exactement. Oh mon Dieu, mais il te dit, ouais, il faut le faire, c'est super, c'est génial, comment je veux dire non. Enfin, et puis des fois, tu as des mois où tu n'as rien. Et tu n'as rien, ouais, voilà. C'est très la vie des danseurs, des artistes en général. Exactement. Donc, c'est ça, donc quand tu es là, dans cette effervescence, tu dis, je veux profiter, et je ne veux pas surtout non faire ça, parce que c'est hyper intéressant. Mais franchement, je pense que petit à petit, je connais mieux, donc j'essaie de donner vraiment le temps. De cadrer. Et des fois, mais tu dors 4 heures, et voilà, c'est comme ça. Bien sûr. Mais je pense que c'est tout à fait faisable. Et la frontière, par exemple, entre le métier des chorégraphes et metteur en scène, quand il s'agit de la danse, évidemment, pas d'une pièce de théâtre, de littérature, mais je veux dire, évidemment, la frontière, elle est fine, donc tu fais les deux en même temps. Bien sûr. Et c'est ça c'est ce que tu recherches aussi dans la pluridisciplinarité, c'est ce que tu me disais, l'effervescence. Totalement, parce que c'est riche de pas t'arrêter. Je fais ça, je vais dessiner, je vais écrire cette collée, mais ça reste là. Non, moi, quand je suis en train d'écrire, j'adore écrire. Et quand je parle d'écrire, c'est vraiment écrire avec, tu vois, avec le papier. J'ai fait l'écriture avec tout qui vient en même temps. Comment ça se met? Et avec le décor, et avec la lumière. Et après, évidemment, quand je parle des équipes, là, pour ce dernier projet, j'ai James, qui est incroyable, qui me dit, ouais, mais la lumière, on fait ça, mais on est très à l'écoute encore une fois, mais pour moi, c'est un projet global. Ensemble, ça va ensemble. Tu peux pas, je pense qu'on peut pas dissocier aujourd'hui la danse de la mise en scène, ou de la caméra, quand c'est pour la télé, la lumière. ou de la lumière. C'est ça qui est super intéressant, ouais. Justement, c'est quoi ton souvenir le plus marquant dans une collaboration mode ou cinéma ou événementiel ou même toi avec tes créations? C'est quoi le souvenir qui te marque le plus? Ouais, j'ai plusieurs. Je pourrais pas te dire Allez. Tu vois. Si on remonte à 2000, au début des années 2000, c'était à l'Opéra de Rome avec Franco Sefirelli, quand j'étais appelé pour être artiste invité à l'opéra.
ça a été incroyable parce qu'il était d'avant un réalisateur que j'ai admiré énormément, réalisateur et metteur en scène italien comme Franco. Donc ça a été un des moments très très marquants pour moi. Après, lors de l'installation de Blancali à l'Académie aussi des Beaux-Arts, quand le flamenco rentre dans l'Académie, tu vois, grâce à elle évidemment, d'être là, et de faire mon solo, ça a été un moment hyper touchant pour moi. Parce que c'est pas que je suis là ou que j'ai fait ça, c'est la danse et en plus le flamenco est là, tu vois. Donc c'est beau de partager ça pour la première fois. Donc c'est des moments très très forts. Qui marquent l'histoire. Totalement, ouais, c'est ça. Donc on fait un petit peu partie de l'histoire, c'est Camandac. C'est cool. Ouais, c'est... Je sais pas bien le faire, mais hop là. On va le faire. Et justement, comment toi, parce que tu es quand même très présent sur les réseaux sociaux, tu t'es construit aussi un réseau, comment on gère l'exposition médiatique au travers des réseaux ou pas, le stress, les critiques, comment toi tu gères tout ça? Moi, je reste moi-même. Tu vois, ça pour moi, c'est la phrase « rester moi-même ». Comme on parlait avant, on a connu le harcèlement, Donc tout ça a fait des expériences qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort. Et c'est la vérité, c'est pas une phrase de genre « je suis plus fort parce que j'ai beaucoup souffert ». Non, c'est la vérité. Donc moi, je fais les choses de façon très naturelle. Je partage avec le public et avec les gens qui me suivent, avec les followers, mon travail, des bons moments. Et après, évidemment, je suis d'accord, il y a des gens qui peuvent aimer ou des gens qui ne peuvent pas aimer ce que je fais. Mais ça, je ne sais pas si on peut le dire, c'est un peu vulgaire, mais je m'en fiche en fait. Non, parce que c'est pas vulgaire. C'est mon travail parce que je dédie énormément, je dédie tout mon temps à mon travail. Je suis très discipliné. Même pas la peine de le dire, comme tous les danseurs, on connaît bien ça. Donc on dédie énormément de temps. Donc une fois que le travail est fait, il est là. Enfin, donc pour les réseaux, moi, le partage... C'est plutôt ça, je partage ma vie professionnelle dans les réseaux. Et très souvent, très sincèrement, j'ai des bons retours, Bien des bonnes sûr. critiques. Après, des fois, il y a des critiques, peut-être pas mauvaises, mais des critiques qui m'ont aidé aussi. Constructive. Constructives, parce que je fais des créations, des propositions qui n'ont pas plu, en fait, à un grand pourcentage. Ça m'a fait réfléchir et penser, écoute, ça, il faut travailler ça. Comment améliorer. Comment améliorer, Bien ça sûr. fait partie Et c'est important finalement aussi d'avoir ces retours constructifs et de pas avoir un 100% de réussite. Totalement. Et donc, moi, je pense à être moi-même dans l'évolution que j'ai avec moi-même. Je suis pas moi-même, je veux rester, je suis comme ça. Non, c'est pas ça. J'aime bien évoluer tous les jours et apprendre tous les jours. Et là, j'apprends avec toi, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Mais l'histoire, c'est que dans cette évolution, je reste moi-même. Bien sûr. Et je m'affirme. Et je pense que c'est important quand même. Et c'est quoi ta vision de la réussite artistique aujourd'hui? Ma vision de la pour moi, la réussite artistique, c'est continuer à faire ce que je veux, de la façon que je veux, tu vois, et d'avoir cette liberté de pouvoir créer, de pouvoir partager, et de pouvoir aussi être entouré des artistes et des gens qui sont avec moi et qui croient en mon projet, parce que c'est ça aussi la réussite pour nous, les artistes et les créateurs. Parce que de ne pas te retrouver tout seul avec ton idée. Pour moi, la réussite, elle est là. Et évidemment, arriver au public et avoir les théâtres remplis, c'est normal. Ça fait Bien partie sûr. aussi. Parce que ça fait... C'est la récompense. C'est la récompense et c'est le partage. Donc, c'est super important. Et qu'est-ce qui te porte encore aujourd'hui dans la création et le mouvement? Qu'est-ce qui me porte? Ben là, la dernière création, donc on repart de la Salida, ça a été mon expérience personnelle. Souvent, c'est tout qui vient des expériences, tu vois. Des fois, c'est plus intime, des fois, c'est moins intime. Des fois, je peux être inspiré parce que j'ai lu un bouquin. Tu vois, Matamé, c'était un peu ça. C'était dans un voyage au Mexique. Et j'ai découvert un bouquin qui parlait d'une célébrité espagnole dans les années 30. Et je voulais parler de cette histoire qui peut être très contemporaine et très, très actuelle, hein, mais et souvent les inspirations ça peut venir de là. Aujourd'hui, je suis plutôt dans le flou parce qu'il se passe énormément de choses dans le monde entier et je m'inspire beaucoup de tout ce qui se passe aujourd'hui, hein.
Donc, et on est très nourri aussi, parce que si on revient sur les réseaux, c'est génial pour la danse et pour la création. Ah, bien sûr. Énormément c'est des sources. Bien sûr. Tu peux te génial. faire connaître à l'autre bout du monde, tu peux partager ton art, créer du lien, des rencontres. Et te nourrir aussi. Et te nourrir, au-delà trouver de l'inspiration. De t'inspirer énormément, parce qu'il y a plein de choses très très bon qu'on retrouve dans les réseaux et que tu te dis waouh, ça c'est magnifique, et tu vas aller explorer qu'est-ce qu'il fait cet artiste, ça mais c'est génial, toi, et tu fais plein de choses humainement, les personnes est comme ça donne aussi envie d'apprendre à connaître les gens. Ça reste. Ouais. Pour moi, tout ça reste. C'est les bons côtés, les très bons côtés de ça qu'on vit aujourd'hui, des réseaux, tu vois, qu'on a cette information et qu'on a beaucoup de visuels sur des trucs magnifiques et complètement qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Donc, mais même qu'on n'y avait pas il y a 10 ans. 10 ans, tu vois, ouais. Même il y a 5 ans, l'ascension des réseaux sociaux n'est pas la même. Il y a 10 ans, 5 ans, Instagram n'a pas du tout été créé pour ça à la base. On mettait juste des photos. Et c'est fou maintenant de voir, ça peut devenir une plateforme où tu peux te vendre, partager ton art et totalement, ça c'est génial. Totalement. Et échanger, voilà, ça, parce que mine de rien, il y a quand même aussi un public qui peut pas venir te voir, tu vois. Je suis étranger, j'ai une communauté espagnole très forte. Quand je joue en Espagne, là j'étais en décembre en Espagne, j'avais tout le monde, c'était génial parce que c'était des gens que j'avais pas, peut-être même pas rencontrés ou croisés depuis des années, et quand tu es là-bas, grâce au réseau, grâce à la communication et tout, les gens, ils connaissent ta carrière, ils connaissent qu'est-ce qui se passe, ils viennent, à la sortie du théâtre, ils venaient échanger avec moi, parce que ça faisait des années que je jouais pas là-bas. Bien sûr. Donc, et ça, c'est hyper touchant, et ça, c'est grâce au réseau. C'est grâce au réseau, puis tu continues d'inspirer aussi des personnes qui sont dans ton pays et dans ta culture. Totalement, ouais. Et de la culture française et américaine, mais oui, c'est vrai, clairement. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as failli abandonner, ou au contraire... t'as jamais lâché? Plusieurs moments. C'est la vérité. Ouais. Mais oui, il faut que je sois honnête avec moi-même. Oui, il y a eu des moments où j'étais un peu fatigué avec la danse. J'ai démarré très tôt aussi ma carrière en tant que pro. J'ai démarré très très tôt. C'était mon père qui signait mes contrats, parce que j'étais encore mineur, mais c'était voulu pour moi. C'est moi qui voulais danser, j'ai eu des bonnes opportunités, j'étais à Madrid, et voilà. Et donc, comment j'ai commencé très tôt, après, la période avant d'arriver en France, et je vivais en Italie, machin. Là, j'étais un peu dans le désistement, pas le désistement, mais c'est peut-être que je vais changer, peut-être, parce que c'était compliqué, parce que les contrats c'était très difficile en Espagne, parce que j'étais à la ramasse toujours. Même si je faisais des trucs incroyables, ou que je considérais moi-même incroyables, au niveau artistique et tout, et qu'il y avait une évolution dans ma carrière, mais en même temps, comme le côté financier était complètement compliqué, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Et c'est ça le problème qu'on a dans des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, c'est la vérité. Et c'est ça qui te fait douter énormément, parce que c'est la dignité aussi des métiers. Parce qu'il y a un moment où c'est pas digne, où tu galères complètement. Tu fais des bonnes choses, tu gagnes de l'argent, et après, quand il n'y a pas en continuité, je suis désolé, c'est qui est tout à fait normal. C'est pour ça que c'est l'intermittence et l'intermittente, tu vois. Ouais. Et ça aide. Mais ça aide énormément, et ça fait maintenir un métier comme le nôtre. Exactement. Et c'est là où, tu vois, j'arrivais à l'âge de 27, 28 ans, je me suis dit, c'est compliqué quand même si je travaille beaucoup et que j'ai beaucoup de chance, tu vois, je me radais, j'ai énormément de chance, j'ai pas arrêté. Mais tu restes dans une galère parce que le système est tellement mal fait, et que tu es dans ces trucs-là. Ouais, et que tu te poses des questions sur est-ce que finalement je suis au bon endroit, parce que oui, on m'avait dit que ça allait être dur, mais je galère beaucoup plus que ce qui était prévu. Mais c'est normal, je pense, de se poser ces questions, et encore une fois, tu vois, ça permet de remettre en route aussi de nouvelles manières de voir les choses, de créer, ça peut peut-être amener de la création, tu vois. T'es bloqué à un endroit, comment je peux me débloquer pour aller à un autre endroit? Donc, toujours essayer de voir le positif. Mais oui, non, mais c'est clair. Aujourd'hui, je le vois comme ça, et c'est clair. Non, je me sens vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je le dis. Quand les gens ils me demandent, est-ce que si tu reviens à tes 7 ans, à tes 8 ans, est-ce que tu aurais encore choisi la carrière de danseur, de chorégraphe? Je dis oui. Enfin, pour moi, c'est ma vie. Enfin, la danse, ça a été clair depuis tout petit. Il n'y a pas de doute. Hein. Donc, oui, je pense qu'il y a un côté hyper positif. Bien sûr. On est très chanceux. Ouais.
On arrive à la fin de l'épisode, Ruben. On va reparler un petit peu de tes futurs projets. Quels sont tes futurs projets? Donc, tu me disais qu'il y avait la Salida à Avignon cet été. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet et s'il y en a d'autres que tu as envie de partager? Donc, la Salida qu'on a pas mal parlé dans cette interview, que voilà. La Salida qu'on se retrouve à Avignon, Golovine, au théâtre Golovine. Donc, ça, je pense qu'on a donné presque tous les infos, non? De quand à quand? Et on est entre le 5 et le 25 juillet. Le 5 et 25 juillet. Au théâtre Golovine à 16h. Tous les jours, sauf les lundis. Sauf les lundis. Ah, mais tu le sais. Oui, j'ai regardé. C'est bien. J'ai fait mon enquête. Cool. Après, je serai aux arènes de Nîmes avec le rêve de gladiateur. Oui, d'Arthur Cadre. Voilà, d'Arthur Cadre. Ça va être génial. Enfin, vraiment, vraiment génial. Donc, et aussi, je serai à la rentrée avec Dolores, la pièce qui a été mise en scène par Virginie Lemoine, au Théâtre de la Bruyère, à Paris 9. Super, on reviendra te voir, je mettrai des infos dans la bio. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Quel conseil tu donnerais aux jeunes danseurs, même aux personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément artistes et danseurs, qui veulent sortir des cases? Je dirais, si tu as vraiment une idée derrière la tête, enfin, artistique, ou de faire un métier différent, vas-y, fais-le. Parce que tu vas trouver les moyens, tu vas finir par le faire. Enfin, il faut croire dans la vie, avec le travail, avec l'intention. Je pense que tout peut se faire, enfin, tu peux tout faire et rester toi-même. Même si c'est difficile quand tu es petit, mais tu vois, parce que ça fait partie de... Tu vois, d'un côté, avec tout ça qu'on peut vivre, comme je racontais un peu ça que j'ai vécu et tout, mais d'une certaine façon, je dirais aujourd'hui au petit Ruben, bravo parce que tu as resté toi-même, tu vois, malgré tout ce qui s'arrive. Non, tu voulais être danseur. Tu es danseur, aujourd'hui, tu as réussi, tu as eu ta carrière, enfin, donc la réussite, elle est là aussi, donc allez-y, on le fait. Yes. Il faut croire. Exactement, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu auras un dernier message pour clôturer? D'autres choses que tu voudrais rajouter, en plus de ce que tu viens de dire, qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec l'interview, ou pas? Ou est-ce que tu veux qu'on termine sur ces mots? Moi, je voudrais dire que c'est pas pour te faire des compliments, mais je trouve que c'est super important, très nécessaire, ça que tu fais avec la danse. Merci, c'est gentil. Parce que c'est important, parce que la danse, même si aujourd'hui, elle est beaucoup plus présente dans la pub, dans le cinéma, mais ça manque encore de la visibilité, parce que c'est beau, ça qu'on fait, c'est nécessaire. Voilà, donc merci beaucoup. C'est gentil. C'est normal. Tu vas m'avoir aux larmes. Merci, je suis très touchée, ça me touche beaucoup. Voilà, je me dis si on peut tous avoir un petit impact quelque part, tant mieux, tu vois. C'est ce qu'on se dit en off, si on peut essayer d'ouvrir un petit peu les mentalités et dans la danse et pas dans la danse sur le métier, ben c'est génial. C'est génial. On a tous, je pense, une pierre à apporter à l'édifice. Totalement, voilà. J'adore ça. T'aimes bien cette expression? Non, je ne connaissais pas, mais super beau. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Ruben pour ton temps. Merci pour ton partage, tes connaissances, ta sensibilité. Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à envoyer un message à Ruben également, à noter le podcast. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée, soirée, d'où que vous soyez. Et merci Ruben. Merci. Ciao.